Avoir des objectifs financiers, donc c'est le sujet de l'enregistrement présent qui est réalisé au mois de novembre de l'année 2024. En fait, ce qui peut être pertinent pour avoir la motivation de persévérer dans le temps, pour faire par exemple des économies qui permettent par la suite d'investir par rapport à des actifs qui rapportent des revenus directement, comme un immeuble à revenus, pour par exemple des gens qui sont manuels et intéressés à l'immobilier, ou des revenus par rapport à la bourse. Eh bien, c'est d'avoir des objectifs qui vont donner une direction. Et dans cette optique-là, ça peut être intéressant de passer du temps dans sa vie pour clarifier, déterminer quels sont les objectifs qui sont pertinents pour soi sur le plan financier. Et dans cette optique-là, je vais aborder aujourd'hui des objectifs qui peuvent être formulés. Naturellement, je me suis attardé à la question par rapport à ma vie personnelle. Et donc, chacun peut le faire. Et chaque objectif est en relation avec les besoins individuels des gens en fonction de combien, par exemple, ils peuvent évaluer qu'ils ont besoin d'argent pour être capables de fonctionner dans leur vie. Et avoir des objectifs, ben, ça peut aider par rapport aux périodes, par exemple, où dans le domaine de la bourse, le marché est baissier, donc de persévérer en termes d'investissement. Alors que quand le marché est haussier, c'est facile d'avoir le moral ou la motivation parce que la bourse fluctue beaucoup. Donc, et à un moment donné, ben, tôt ou tard, il y aura des périodes où il y aura des corrections boursières, des périodes plus basses et des fois, il y a des gens qui sont plus déprimés là, par rapport à ça, mais en ayant des objectifs, ben, ça peut donner la motivation de persévérer dans une démarche d'investissement boursier. Advenant que la personne est intéressée à faire ça, c'est en fonction de chacun. Les objectifs financiers qui vont être abordés aujourd'hui sont en relation avec la réalité québécoise dans laquelle je me trouve, étant donné que je vis au Québec, qui est une province du Canada. Naturellement, les objectifs sont en fonction de la réalité temporelle de l'année 2024. Si je me trouverais en 2104 ou en 1904, les objectifs seraient différents. Pourquoi? Ben, l'inflation évolue au fil des ans. Et à ce moment-là, ben, les objectifs vont être revisités en fonction de l'évolution de l'inflation qui amène une dégradation du pouvoir d'achat. Donc, c'est bien de formuler des objectifs, mais les objectifs peuvent être revisités par la suite dans quelques années pour les réajuster en fonction de l'inflation, naturellement, là, par rapport aux montants qui peuvent être impliqués en lien avec les objectifs financiers. Sinon, la petite mise en garde que je fais dans les prochaines minutes, naturellement, c'est de ne pas croire ce que je dis, de vérifier par vous-même lorsque je vais présenter des chiffres en relation avec des objectifs financiers. La raison est très simple pourquoi que je vous invite à faire ça, parce que comme tout être humain, naturellement, je peux faire des erreurs. C'est pas mon objectif. Je cherche à être rigoureux lorsque je présente de l'information. Mais l'erreur étant humaine, je fais cette petite mise en garde. Et les présents, je vais commencer. Et les objectifs que je vais aborder sont par ordre de gradation. D'abord, dans un premier temps, ça peut être d'avoir un fonds d'urgence. Ensuite, avoir l'équivalent de 2 ans de revenus de salaire. Avoir l'équivalent de la prestation d'aide sociale. Avoir un revenu d'intérêt non imposable décaissé par année. Avoir un revenu d'intérêt faiblement imposable décaissé par année. Donc ça, c'est la gradation d'objectifs qu'une personne peut avoir sur le plan financier dans l'optique de parvenir éventuellement à la liberté financière, mais en y allant étape par étape. Tout d'abord, avoir un fonds d'urgence, c'est quelque chose vraiment de pertinent. La raison est très simple, c'est que si la personne vit d'une paye à l'autre et à un moment donné est confrontée à un imprévu, comme par exemple une réparation majeure sur une automobile, ensuite il y a toutes sortes d'événements qui peuvent arriver là, dans la vie d'une personne. Une personne peut être confrontée à une situation où elle vit une perte d'emploi, une visite imprévue à l'urgence chez le vétérinaire,
ou un problème de santé qui l'empêche de travailler, bon, ben, si elle a de l'argent de côté, ça lui permet de compenser. Et si la personne ne s'endette pas avec une carte de crédit avec du 19% d'intérêt, à ce moment-là, ben, c'est là qu'elle peut, dans le fond, faire fructifier davantage son argent. Et pour faire face aux imprévus de la vie, ce qui est pertinent, c'est d'avoir un fonds d'urgence. D'ailleurs, il y a un article à ce sujet là, par rapport à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada qui aborde très bien le sujet de long en large que vous pouvez consulter là, sur Internet. Ensuite, ça, c'est que quelqu'un peut mettre un montant dans un fonds d'urgence et par la suite avoir l'équivalent de 2 ans de revenus de salaire. Ça, c'est un élément qu'a abordé Pierre-Yves McSween, chroniqueur financier, que je trouve intéressant. C'est quelqu'un qui a une formation de comptable et puis le concept derrière ça, c'est d'avoir la liberté, la marge de manœuvre, que si du jour au lendemain, une personne n'est plus à l'aise à son emploi, d'arrêter son emploi. Et comme elle a une marge de manœuvre de 2 ans, de l'équivalent en fait de 2 ans de revenus de salaire, bien, ça lui donne le temps de se repositionner par rapport à l'aspect professionnel de sa vie et de magasiner, de choisir un emploi qu'elle va aimer plutôt que prendre le premier emploi du bord pour être en mesure de subvenir à ses besoins et de vivre une situation d'aliénation par le travail, c'est-à-dire faire un emploi qu'en réalité elle n'aime pas et qu'elle fait par dépit parce qu'elle n'a pas le choix pour répondre à des besoins de base comme manger, s'alimenter, se loger. Puis des fois, c'est pas nécessairement les meilleurs choix que la personne fait quand elle a une pression financière, parce que si le choix n'est pas évalué adéquatement, ben ça se peut qu'elle soit insatisfaite au travail, dans les mois ou les années qui vont suivre, et vivre une souffrance professionnelle. Donc, c'est sûr qu'avoir une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là, l'équivalent de 2 ans de revenus de salaire, est intéressant. Ensuite, quelqu'un qui va aller plus loin à travers l'épargne et l'investissement d'argent épargné pour avoir des revenus, entre autres, passifs. Par exemple, la personne investit en bourse, donc des revenus d'intérêt ou avec des obligations. L'autre étape qui peut être franchie, c'est d'avoir l'équivalent de la prestation d'aide sociale pour une personne sans contrainte à l'emploi. Donc, j'ai fait des petits calculs. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de l'année 2024, l'année où je me trouve au moment où je fais cet enregistrement, une personne en santé sur l'aide sociale va avoir 807 $ par mois, soit 9 144 $ par année. Et elle a le droit de gagner un certain montant d'argent à chaque mois sans être coupé par l'aide sociale. Donc, l'aide sociale, c'est dans le fond l'aide de dernier recours ici au Québec. C'est sûr que là, s'il y a des gens en Europe qui m'écoutent, ils ne sauront peut-être pas de quoi que je parle parce qu'ils n'ont pas le même nombre de programmes, là, que ce soit en France ou en Belgique. Mais ici au Québec, on a un programme qui fait en sorte que les gens ont un minimum. Donc, c'est sûr que si la personne gagne 200 $ par mois et pas coupé, donc ça fait un total qu'elle peut gagner jusqu'à 1200. En fait, c'est que si je calcule ce 200 $-là par mois, qui se rajoute aux 807, ça fait 1007 $. Ce qui donne un total de 1284 $ par année pour une personne seule. C'est sûr que si la personne a une contrainte temporaire à l'emploi, elle va avoir un petit peu plus. Mais là, elle se ramasse à 14 016, donc elle a à peu près 2 000 $ de plus. Ça, c'est les revenus directs de l'aide sociale. C'est sûr qu'on s'entend à 807 $ par mois avec l'augmentation du coût du loyer au Québec en 2024. C'est vraiment pas beaucoup. Surtout que si on pense que je vais tomber sur un article récemment qui expliquait que le coût moyen du logement à Montréal, qui est un grand centre, est environ de 1 000 $. Je ne sais vraiment pas où à Québec les logements aussi ont augmenté. J'ai de la difficulté à comprendre comment qu'une personne peut vivre décemment avec 807 $ par mois, là, sans faire du travail au noir, sans, dans le fond, toucher des revenus liés à la criminalité ou se prostituer. En tout cas, j'ai un sérieux questionnement
Et je trouve que c'est vraiment pas beaucoup par rapport à l'augmentation du coût de l'alimentation, du loyer. En tout cas, c'est sûr que dans le fond, j'ai l'impression qu'un jour, les gouvernements vont être obligés d'augmenter là, ce revenu-là, là, parce que je trouve que c'est problématique, mais bon, ça mène les gens dans un état de pauvreté quand même assez élevé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le revenu direct de l'aide sociale. C'est sûr que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, il peut avoir le remboursement des transports, des rendez-vous médicaux, les médicaments aussi qui sont couverts par le régime public, la RAMQ. Tandis que la personne qui n'est pas sur l'aide sociale, puis la personne travaille, ben, elle peut avoir à débourser de l'argent par rapport aux médicaments. Ensuite, il y a un pourcentage après 6 mois que la personne peut se faire rembourser par rapport au coût de ses lunettes. Après 1 an, que sur l'aide sociale, les examens de la vue, les soins dentaires, il y en a certains seulement qui sont couverts, 2 ans. Puis un pourcentage de coût des prothèses dentaires. Fait qu'il y a différentes choses. Fait que là, c'est sûr qu'il faut contextualiser que sur ce montant-là, il y a certains éléments qui peuvent être payés, qui fait en réalité que si une personne est au salaire minimum puis elle se paie ces choses-là par elle-même, puis c'est après avoir payé de l'impôt, ben c'est sûr que dans le fond, c'est des avantages qu'elle n'a pas. Par contre, ça demeure que ce montant-là, est 807 par mois, là, est vraiment pas beaucoup. Donc, si j'utilise la règle du 4%, et je vais l'utiliser pour les prochains paliers en lien avec des objectifs financiers qui peuvent être formulés, c'est que il faut épargner, dans le fond, la règle du 4%, d'où ce que ça vient, en fait, puis je vous mettrai l'article en bas de l'enregistrement, c'est que le conseiller financier William Bengen a fait une étude pour déterminer le taux pour de retrait qui est viable, puis il a basé son étude en se concentrant sur les crises économiques des années 1930 et 1970. Il a conclu que même durant ces moments difficiles, il y a peu de scénarios dans lesquels le taux de retrait annuel de 4% a épuisé un portefeuille de placement en moins de 33 ans. Donc, c'est sûr que si le portefeuille, par contre, si la personne épargne puis elle vise décaisser plus que 4% de ses revenus par année, alors que là, par exemple, 7% de revenus d'intérêt, pendant plus de 30 ans, là, c'est sûr que les possibilités qu'elle vide son portefeuille augmentent. Et j'avais vu d'autres articles et vidéos qui expliquaient que l'histoire du 4%, c'est vrai dans 87% des cas sur une période de 30 ans, mais si on met ça sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, là, ça risque que ça devienne improbable. Mais si on prend l'hypothèse que quelqu'un a des revenus d'intérêt, donc des revenus passifs, qui décaissent un maximum de 4% du capital par année, puis avec la règle là, qui est souvent abordée dans les articles ou vidéos en lien avec le mouvement FIRE, ben, il faut épargner l'équivalent de 25 fois le montant des dépenses annuelles pour ensuite être indépendant financièrement et puis avoir travaillé dans le fond pour par la suite retirer un maximum de 4% du capital par année, qui aurait une certaine sécurité, le 4%, dans l'optique d'avoir un rendement de 6 ou 7% de placement par année, ce qui, dans le fond, vise à contrer l'inflation puis compenser pour les années où il y a moins de rendement, mais d'obtenir 6 ou 7% moyen de rendement, à mon avis, c'est un article, c'est quand même une cible conservatrice qui est possible à atteindre, dans le sens que si on prend, par exemple, le SP500, qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines, quelqu'un qui investit là-dedans pendant plusieurs décennies, on parle d'une moyenne là, de 10% de rendement. Donc, si je poursuis, ben, c'est ça. C'est que si la personne qui a 807 $ par mois, là, 12 084 par année, on multiplie le 12 084 fois 25, fait que ça fait 302 100 $ qu'elle a besoin d'avoir, dans le fond, en placement. Si elle décaisse 4% de ça, ça lui donne le montant, là, naturellement, de 12 084. Puis ça lui donne en fait 1107 $ par mois
Donc, pour se payer l'équivalent de l'aide sociale, ça prend 302 100 $ en placement avec une moyenne supérieure d'à peu près 7% de rendement par année. Donc ça peut être un objectif financier à avoir. Parce que là, si la personne atteint ce montant-là, puis elle décaisse progressivement, ben, elle peut, rendue à ce stade-là, elle n'a plus peur de tomber sur l'aide sociale, parce qu'au Québec, où ce que je vis, c'est un tabou social. C'est-à-dire que si la personne tombe sur l'aide sociale, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mépris pour elle, elle va être mal vue. Donc, il y a des gens qui se sentent coupables d'être sur l'aide sociale, il y a du mépris. Donc, il y a des choses déplorables, là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement choisi d'être sur l'aide sociale, puis il y a un concours de circonstances qui fait en sorte qu'ils se ramassent là. C'est sûr que ça peut être très difficile à vivre sur le plan psychologique, sur le moral. Il y en a qui sont sur l'aide sociale, puis ils vivent une honte par rapport à eux-mêmes, puis se ramassent en état de dépression. Il y en a qui ont besoin de consulter des travailleurs sociaux ou des psychologues là, par rapport à ça, parce que ça nuit à leur estime personnelle, à leur morale. Donc, en fait, le point que je voulais faire, c'est que une personne qui va avoir l'équivalent de l'aide sociale, pour ne pas avoir besoin de ce programme-là puis se payer ça par elle-même, ben ça prend, selon les calculs que j'ai faits, 302 100 $. Donc, en lien avec des placements qui donnent des revenus passifs au fil des ans. Et c'est sûr que la personne qui ne travaille pas, non seulement elle n'est pas sur l'aide sociale, mais elle peut dire à ses amis qu'elle vit de ses revenus d'investissement. Là, il y a des gens qui vont la trouver cool. Donc, c'est ça, la société. Ça, c'est pour les apparences sociales. Il y a des gens qui s'en foutent aussi des apparences sociales puis du statut social. Mais c'est ainsi. Donc, le montant, c'est 302 100 $. Quelqu'un qui veut aller plus loin, c'est-à-dire avoir un revenu d'intérêt passif non imposable décaissé par année, j'ai évalué que ça serait 375 000 $. Donc, je vous explique un peu la logique. C'est qu'au Québec, il faut tout le temps tenir compte de la fiscalité des impôts. Donc, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de revenus d'intérêt pour être en mesure de décaisser le maximum de revenus non imposables. Donc, si en 2024, quelqu'un qui a un revenu de 15 000 $ par année, donc, j'ai fait un chiffron, là, c'est à peu près 15 000, qui est indexé à l'inflation et non imposable, eh bien, quelqu'un pourrait viser à décaisser 15 000 $ mis en réel en priorité. Donc, si elle accumule le montant de 375 000, puis ensuite compléter une partie du montant là, en CELI aux besoins. Donc, ça, c'est des... par rapport à des véhicules de placement qu'on a ici au Québec qui... dans le fond, où ce que la personne peut placer de l'argent à l'abri de l'impôt. Donc, le REER, c'est de l'impôt reporté habituellement, sauf si la personne en décaisse un montant inférieur à celui qui est imposable, dans l'occurrence ici 15 000, ou sinon CELI, c'est littéralement un paradis fiscal légal, dans le sens que la personne qui met de l'argent dans un compte CELI, elle ne paye pas d'impôt. Donc, c'est important de comprendre la mécanique derrière ça. Donc, si la personne... décaisse un montant de 15 000, donc c'est un peu plus que le 12 084. C'est pour ça que le montant est un peu plus élevé. Là, on passe de 302 000 à 375 000. Bon, ben, quelqu'un qui, dans le fond, si on prend la règle de tantôt, là, c'est-à-dire on multiplie le montant voulu par 25, en lien avec la règle du 4 %, donc 15 000 fois 25, ça fait 375 000. C'est la raison pour laquelle j'arrive à ce chiffre-là. Donc, 375 000 multiplié par 4, je me vérifie, ça fait 15 000. Donc, ça donne 1 250 $ par mois. Donc, la personne est un petit peu plus confortable que la personne qui a 1 007 $ par mois. Donc, ça lui prend 375 000 pour parvenir à ça. Par la suite, quelqu'un qui veut aller plus loin... c'est-à-dire avoir un revenu d'intérêt faiblement imposable décaissé par année. Donc, c'est d'avoir 1 250 000 $. Donc, si quelqu'un a des dépenses annuelles de 50 000 $,
eh bien, on prend ce montant multiplié par 25 et ça donne un montant de 1 250 000 qu'elle doit avoir avant d'arrêter de travailler, là, si elle veut atteindre ça, puis prendre sa retraite tôt, là, si elle s'inscrit dans la dynamique du mouvement FIRE, qui est un acronyme en anglais par rapport aux gens qui atteignent l'autonomie financière et qui peuvent prendre leur retraite tôt. Donc, quelqu'un qui, dans le fond, veut avoir un certain confort, donc on parle de 50 000 par année, donc un peu plus confortable que la personne qui se paie l'équivalent de l'aide sociale que je parlais tantôt, donc multiplié par 25, ça fait 1 250 000. Je vais vérifier, 1 250 000 multiplié par 0,04, ça fait 50 000 par année. Pourquoi la cible de 50 000 c'est des raisons d'impôts. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement provincial, ici au Québec, parce qu'on est imposé par rapport à 2 paliers de gouvernement, donc en tant que Québécois, on est imposé à 2 niveaux, provincial et fédéral. Bon, ben, ça prend un revenu de 40... Si la première braquette d'impôt à partir de laquelle on paye 14 % d'impôt, c'est 49 275, puis c'est 53 359 pour le niveau fédéral. Bon, si on arrondit ça, c'est à peu près 50 000 $. Et j'avais déjà écouté un chroniqueur radio qui expliquait qu'au Québec, si quelqu'un parvient à la richesse, c'est-à-dire qu'il y a 1 million, 2 millions ou 3 millions, souvent pour des raisons d'optimisation fiscale, le comptable va lui proposer de décaisser 50 000 par année pour pas que le montant du capital total diminue trop vite. Parce que si la personne décaisse beaucoup d'argent en REER, elle va payer de l'impôt. Elle va être de plus en plus imposable parce que les braquettes d'impôt sont progressives. Donc, plus que le montant est élevé, plus qu'elle paye un pourcentage d'impôt élevé, c'est-à-dire que au lieu de payer 14 %, dépasser une certaine braquette, bien là, ça va être 20 % et ainsi de suite. Là. Il y a une progression dans l'imposition et c'est toujours d'avoir ça en tête dans une optique de décaissement, naturellement. Là. Donc, c'est sûr que là, l'hypothèse qui est faite ici, donc quelqu'un, par exemple, qui va décaisser 49 275 pour ne pas payer plus que 14 % d'impôt provincial, en REER, parce que le REER, c'est de l'impôt retardé, c'est-à-dire que la personne cotisait ça pour ne pas payer d'impôt pendant qu'elle travaille, puis au moment rendu à l'âge de la retraite ou plus tôt, puis elle décaisse l'argent, ben, elle doit payer de l'impôt dessus. Puis, dans le fond, là, j'ai calculé qu'elle devrait payer à peu près 14 289,75 $ d'impôt. Donc, sur le montant de 34 985,25, ça lui revient à 2 915,44 $ par mois. Donc, sur le montant qui lui reste par la suite, là, c'est sûr qu'en lien avec ce que je dis, est un petit peu pessimiste mon interprétation parce que là, ici, il y a peut-être que la personne a le droit des exemptions fiscales ou des trucs, là. Il faudrait vérifier. Mais bref, dans l'hypothèse que je fais ici, ça lui donnerait par mois, pour en revenir aux paramètres de tantôt, parce que là, la personne ici, elle avait 1 250 $ par mois. Bon, mais ça lui donnerait 2 915,44 $ par mois. Donc, en lien avec 1,25 million que la personne aurait comme actif total en lien avec des placements qui lui donne un rendement en général supérieur à 7 %. Donc là, c'est sûr que j'ai abordé des objectifs financiers qu'une personne peut avoir. Donc, c'est sûr que pour ce qui est du Québec, dans une optique d'optimisation fiscale, la personne qui parvient à avoir un montant d'argent intéressant dans des placements, que ce soit des actions, des fonds négociés en bourse, bien, c'est sûr que pour ce qui est de la réalité québécoise, pour ne pas payer trop d'impôts, ben, c'est de décaisser environ 50 000 $ par année. C'est sûr que ce montant-là est indexable à l'inflation. Peut-être que l'année prochaine, ça va être 50 500, 51 000, et ainsi de suite. Mais avec 50 000, je suis d'avis que la personne, si elle gère bien ses finances, elle peut relativement bien vivre au Québec par rapport au coût de l'alimentation, du logement, etc.
si elle a des enfants, puis il y a des, dans le fond, des programmes gouvernementaux qu'elle peut avoir accès, comme des remboursements partiels des frais du service de garde. Ensuite, elle peut contribuer à un régime d'épargne-études pour ses enfants, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, c'est quand même quelque chose de viable. Puis la personne a une certaine forme d'indépendance financière à ce niveau-là. C'est sûr que quelqu'un peut aller plus loin, mais dans une optique d'optimisation fiscale, si quelqu'un décaisse 100 000 par année, ça se peut que la moitié du montant lui soit imposé par le gouvernement provincial et fédéral au total. Fait que c'est pas nécessairement, sur le plan fiscal, la chose la plus avantageuse à faire. Mais bref, sinon, en lien avec ça, c'est bien beau de parler des objectifs, mais c'est intéressant aussi de voir les moyens pour arriver à atteindre des objectifs au niveau d'une abondance financière, une indépendance financière aussi. Donc, il y a un article naturellement intéressant qui a été écrit par, dans le fond, celui qui s'occupe du site jeuneretraité.ca, donc Jean-Sébastien Pilote, qui s'intitule « Comment investir en bourse et devenir millionnaire ?» point d'interrogation, que vous pouvez consulter. Et vous avez toutes les tables ici, avec des hypothèses qui est faites, avec un rendement boursier moyen de 7%, donc hypothèse conservatrice, et un taux d'inflation de 3%, donc un peu plus pessimiste que le 2% d'inflation. Donc ça prend, selon ce tableau, avec une croissance des revenus d'un emploi salarié, donc ça prend environ 20 ans pour devenir millionnaire avec un rendement annuel donc de 7%, une inflation de 3%. Ça, c'est dans l'optique que la personne a un salaire, dans le fond, quand même, je dirais, là, de classe moyenne qui augmente avec le temps. Là. La personne commence à 35 000. Il y a des augmentations là, au fil des ans, une indexation aussi du salaire à l'inflation. Donc, il y a une progression salariale qui se fait. Puis, il y a une épargne qui est constante. Puis, on a les coûts du budget, puis l'avoir net. Donc, ça, c'est les revenus de placement là, en vert. Là, on voit la progression qui amène l'individu au bout des 20 ans au million, mais comment aller plus vite? Sans doute des gens vont écouter ça, vont dire comment ça peut être possible d'aller plus vite. Ben là, on parle de placement qui donne une moyenne de 7%. Naturellement, je ne dis pas aux gens quoi faire quand j'aborde des placements spécifiques. J'en parle à titre indicatif. J'en parle pas dans une optique de donner un conseil financier, mais plutôt de parler dans l'optique d'explorer des possibilités, ce qui n'est pas pareil. Et par rapport à tous les chiffres qui sont présentés en lien avec les produits financiers que j'ai étudiés depuis plusieurs semaines, naturellement, c'est de contre-vérifier l'information par vous-même et de vous appuyer sur plusieurs sources dans l'optique de vérifier l'information, de la valider adéquatement. En fait, une personne peut investir dans le Vanguard Total World Stock ETF, donc ETF qui veut dire fonds négociés en bourse. Les initiales sont VT, on peut dire -U parce que c'est en dollars américains, sur une plateforme de courtage en ligne. Donc le fonds donne une moyenne de rendement annuel composé de 7,82% plus sa création en 2008. Et le frais de gestion est de 0,07%. Ce qui est nettement plus bas là, que le frais de gestion, par exemple, d'un fonds avec une institution financière, là, où que c'est, par exemple, la personne elle va payer 2%. En fait, il va y avoir 2% de frais de gestion par rapport à un montant de 100 $, tandis que là, c'est 7 cents du montant de 100 $, ce qui fait que c'est une longue période de temps, donc c'est plus avantageux. Quelqu'un qui est un peu plus audacieux, qui est prêt à se concentrer plus sur le marché américain, parce que là, c'est les États-Unis, mais il y a d'autres pays, c'est réparti. Là. Il peut aller chercher un peu plus de rendement, donc il peut aller prendre par exemple le Vanguard S&P 500 ETF, donc avec le VOO-U, donc en dollars américains, et lui, il y a un frais de gestion de 0,03%, donc ça coûte 3 cents du 100 $, et il a fait 14,62% de rendement annuel composé depuis sa création en 2010. Puis dans les 5 dernières années, donc une moyenne de rendement de 15,93. Donc la personne, ça lui donne un peu plus de rendement. Parce que l'économie américaine, elle performe dans le fond très bien et mieux que beaucoup d'autres pays
quelqu'un peut aussi aller chercher, par exemple, Vanguard Information Technology, VGT-U, donc avec un frais de gestion de 0,10%. Et il a fait, bon, au fil des ans, 13,48 depuis sa création en 2004, mais il a fait 20,25% sur 10 ans. Donc, le rendement est quand même assez élevé. Fait que c'est sûr que si la personne a un rendement de 20%, au lieu d'avoir un rendement de 7% comme abordé là, précédemment dans l'optique de parvenir au bout d'obtenir 1 million au bout de 20 ans, bien, ça va aller plus vite avec une moyenne de 20% de rendement que 7%. Et c'est sûr que, donc là, c'est abordé en moyenne là, par rapport à différentes choses. C'est sûr que là, c'est un secteur d'activité de technologie. Fait que c'est sûr que ça peut représenter un risque plus important que les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont liées à différents secteurs. Donc ça, lui, il va beaucoup corréler en lien avec le Nasdaq aux États-Unis. Donc le Nasdaq 100 est essentiellement composé d'entreprises dans le secteur de la technologie. Donc le facteur de risque est plus grand, mais il peut avoir une opportunité de revenu là, un peu plus grand là, à l'égard des 10 dernières années. Quelqu'un qui est prêt à aller plus loin ou prendre de risques, c'est sûr que la personne peut considérer la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies naturellement. Et là, on tombe dans du plus risqué, mais il y a des possibilités d'aller chercher des rendements plus élevés plus rapidement. Et c'est sûr que le danger, naturellement, comme dans toute chose, c'est l'appât du gain qui va amener, dans certains cas, à prendre des risques pour des personnes qui ne sont pas prêtes à l'assumer. Donc, c'est sûr qu'il y a des dangers par rapport à ça. Il faut que la personne soit lucide. Mais quelqu'un, par exemple, qui aurait pris le Bitcoin, là, la crypto-monnaie qui est très importante dans le marché des crypto-monnaies, eh bien, présent, eh bien, au montant de 17 000 $ en 2022, puis elle le revend, par exemple, à 93 000 $ en 2024, elle va aller chercher un profit de 5,47% sa valeur. Donc, en 2 ans, la valeur a augmenté de 5 fois du montant qui aurait été mis. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que c'est un rendement qui est plus grand que, par exemple, quelqu'un peut prendre, quelqu'un qui veut quelque chose de sécurité, un certificat de placement garanti qui va lui donner 4,5% de rendement. Quelqu'un qui va aller plus loin, un fonds négocié en bourse, style tout inclus, comme par exemple le MSCI World, qui va lui donner une moyenne de 8% de rendement à peu près. Quelqu'un qui prend plus de risques va focuser sur le marché américain qui, dans les dernières années, a donné des rendements plus élevés. Mais quelqu'un qui est prêt à en prendre encore plus, bien, c'est sûr que le Bitcoin peut être une option à considérer parce qu'en réalité, si la personne a réussi à investir 100 000 $, puis elle a 5,47% de rendement en 2 ans, ça veut dire qu'elle va augmenter, elle va passer de 100 000 $ en multipliant par 5,47% pour obtenir à 547 000 $. Donc, un demi-million de dollars qui peut être atteint en 2 ans. Donc, c'est ça, c'est dans l'optique qu'une personne a une bonne performance là, exceptionnelle sur un cycle de 4 ans lié à la crypto-monnaie, parce que le Bitcoin, en lien avec les périodes d'halving, ben, il y a des périodes de creux, ensuite ça remonte. C'est souvent ça qui arrive là, sur 4 ans. Donc, tout au moins, c'est ce qui a été observé dans le passé. Et la crypto-monnaie a une valeur exponentielle. Donc, c'est sûr que si quelqu'un réussit à passer à travers 2 cycles de crypto-monnaie, donc s'insérer dans le marché alors que le marché est bas, donc le bear market qu'on va appeler, puis revendre quand le marché est à son sommet, donc alors que le bull run est en cours, pour employer le jargon technique. Donc, en environ 8 ans, une personne pourrait techniquement, mais là, c'est ça qu'il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur, là, parvenir à être millionnaire, là. Donc, c'est une possibilité. Et ça, je parle du Bitcoin, mais en réalité, si on fait allusion aussi à d'autres crypto-monnaies qui ont des potentiels de croissance plus grands, comme des altcoins, où la personne, ici, on parle d'une hypothèse que la personne fait environ 5%, mais il y a des crypto-monnaies qui peuvent avoir un potentiel de croissance de 10, de 20%, là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est plus spécialisé encore dans les différentes crypto-monnaies que juste le Bitcoin, ça se peut qu'elle aille chercher de l'argent encore plus rapidement. Mais
plus que la monnaie est petite, plus que, dans le fond, ça devient aussi risqué. Parce que quelqu'un peut développer une crypto-monnaie sur la saveur du mois, mais elle va faire peut-être juste une saison de cycle, puis après ça, elle disparaît. Tandis que le Bitcoin est là depuis 2009. Il a été à parité avec le dollar américain en 2011. Puis là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il fait depuis les derniers jours des records. Là. Donc, ça augmente continuellement. Là. Il a passé le cap là, des 90 000 et il se rapproche des 100 000 Donc, c'est sûr que c'est des choses à considérer. Donc, il y a différentes possibilités, scénarios pour parvenir à atteindre certains objectifs financiers rapidement. Par contre, c'est en fonction du risque que la personne est prête à assumer. Quelqu'un qui cherche plus la sécurité puis avoir l'esprit tranquille, ben, que le capital soit garanti. La personne peut investir dans un fonds négocié en bourse qui lui donne une moyenne de 5% par année. Avec des intérêts composés, sauf à 5% de rendement, ça va y prendre plus que 20 ans. Parce qu'on parlait d'un rendement annuel de 7% pour en venir au million. Là. Vous voyez que ça augmente le délai. Là. Moins il y a de risques habituellement, plus que ça a augmenté le délai. Plus qu'il y a de risques, il faut que le risque soit géré intelligemment. Plus que la personne peut s'enrichir rapidement. Là. Mais c'est sûr que dans la vie, il peut y avoir toutes sortes d'imprévus. Parce qu'on peut regarder un scénario sur papier, ça semble tenir la route, ça respecte une logique, des courbes, des moments d'insertion, etc. Au niveau technique, au niveau aussi de l'analyse fondamentale, mais entre-temps, la personne, si par exemple elle a un accident d'automobile ou elle a une perte de revenus importante, ben là, ça va court-circuiter ça. Fait que c'est pour ça que le fonds d'urgence qui est abordé à la base, à mon avis, c'est un élément fondamental avant d'aller plus loin, puis, par exemple, d'investir dans des trucs plus risqués. Donc, je termine cet enregistrement-là, naturellement en vous rappelant que l'enregistrement n'est pas un conseil d'investissement, bien que j'ai abordé dans les dernières minutes des produits financiers là, d'investissement. Et que l'important par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui, ben, c'est dans le fond d'évaluer tout par rapport à soi. Et ce qui est important, c'est que la personne définisse par elle-même ses objectifs, parce que si elle vit en fonction des objectifs des autres, ben, ça peut créer de la contrariété ou une lourdeur. Et c'est à soi-même, par rapport à soi, clarifier ce que la personne veut atteindre ou pas. Donc, c'est personnel à chacun. Et par rapport à toutes les informations mentionnées, comme mentionné à quelques reprises, mais c'est tellement important, de vérifier par vous-même ce qui est dit. Et de ne pas croire aveuglement, que ce soit dans ma vidéo ou d'autres vidéos sur Internet là, qui abordent entre autres les aspects financiers, parce que c'est des sujets très délicats à traiter. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.